Bonjour à vous toutes et tous. Merci de venir nous rejoindre sur cette nouvelle conférence Patrimeta. Alors, je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour vous souhaiter une très très bonne année 2025. Beaucoup de réussite à vous tous. Et puis, revenir sur le thème du jour. Alors, on a eu une conférence il y a quelques jours sur les perspectives 2025. Il nous semblait important de faire un focus sur les taux, puisque il se passe quand même beaucoup de choses en ce moment sur la gestion de taux et il fallait absolument clarifier avec les convictions de deux grands acteurs, deux grandes maisons de sociétés de gestion qui ont des convictions sur le sujet et qui vont nous exprimer ce jour. Alors, vous savez que c'est le deuxième épisode pour l'année 2025. On a voulu focaliser cette partie gestion de taux en y ajoutant un sous-titre sur les divergences potentielles d'évolution entre les États-Unis et l'Union européenne. Je sais, c'est très à la mode, mais je pense qu'il faut le regarder avec les stratégies à adopter en conséquence. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois à ces conférences Patrimeta, je rappellerai que nous avons un modèle assez original puisque nous avons la chance à chaque fois d'avoir un conseiller en gestion de patrimoine qui anime le débat, ce qui permet d'avoir une grande proximité et répondre aux questions que vous vous posez. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Clément Blériot de 1909 Gestion Privée, qui va animer ce débat avec deux sociétés de gestion que vous connaissez bien évidemment, puisque le logo s'affiche partout sur votre écran, c'est MNJ avec Adrien Barbanchon qui est en charge des activités commerciales pour la France et distribution, il faut que je dise. Hein, donc c'est ça. Et Bonjour à puis, toutes et à tous. merci Adrien. Et puis Étienne Gorgeon, que vous connaissez aussi bien évidemment, qui est en charge de toute la gestion de taux pour le groupe Sanso Longchamp AM. Alors, je redis le nom, c'est Sanso Longchamp AM, puisque la marque a changé il y a très peu de temps et maintenant elle vous offre beaucoup de produits et propose un ensemble de produits pour vous, conseillers en gestion de patrimoine. Alors, l'année dernière, 2024, ça a été une année sur les taux, hein, puisque les obligations sont les seules à avoir collectées, le monétaire aussi, et les OPCVM à formule, hein, puisqu'on est en collecte positive. Donc, c'est l'occasion de voir si 2025 sera l'égal de 2024. Et puis, une fois que l'on a dit tout ça, j'ai plus qu'à passer le ballon à Clément, qui va animer ces débats. Je vous retrouve à la fin. Allez. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de pouvoir animer cette conférence tant attendue. On avait eu effectivement un premier opus sur la partie equity et aujourd'hui on va traiter de la partie taux. Voilà. Donc je vais m'entretenir avec deux experts, avec des sociétés de gestion reconnues pour leur expertise également. Donc je commence avec Étienne Gorgeon, qui est responsable de la gestion taux chez Sanso Longchamp Asset Management. Et à côté de lui, nous avons Adrien Barbanchon, qui est le directeur commercial en charge de la distribution de MNJ. Donc deux experts, bonjour à vous messieurs. Bonjour Clément. Ravi de pouvoir faire cette émission avec vous. Donc, on a deux maisons de gestion un peu différentes. On a une gestion entrepreneuriale avec Sanso Longchamp, et puis une gestion un peu plus poids lourd, on va dire, avec MNJ. Donc, ça va être très intéressant de pouvoir avoir vos deux avis sur ce sujet très important pour 2025. Je vous laisse vous présenter, messieurs, et puis ensuite on commencera les questions. Je vous laisse la parole, Étienne. Ok, merci Clément. En me présentant rapidement, j'ai 30 ans d'expérience
sur les marchés de taux et les marchés actions, mais principalement de taux. J'ai commencé à la Caisse des dépôts et mes faits d'armes, c'est d'avoir, d'ailleurs avec Adrien, partagé de très bons moments en tant que responsable de la gestion de taux chez Edmond de Rothschild. Et ensuite, j'ai monté la gestion taux crédit et actions chez Tikeo, avant de rejoindre Sanso Longchamp pour une aventure, effectivement, comme le disait justement Clément, entrepreneuriale, où on a une ambition, on a une très forte ambition. C'est la petite maison qui monte, comme on dit. Très bien, merci beaucoup Adrien, je vous laisse la parole. Oui, effectivement, merci Étienne. Effectivement, on a partagé un petit moment. Moi, j'ai commencé chez Edmond de Rothschild Asset Management en 2006 jusqu'en 2011, donc en relation avec les investisseurs, aussi bien sur les actions, les obligations. Et j'ai été chez M&G en 2011, donc jusqu'à aujourd'hui, en charge du développement. Et c'est vrai qu'M&G, c'est une structure de 360 milliards d'euros d'encours, dont un peu plus de 160 sur l'univers obligataire. On a différentes expertises. Et voilà, donc on est ravis de participer à cette table pour répondre à vos questions. Magnifique, merci pour ces précisions, messieurs. Donc, avant de rentrer dans le sujet, on va peut-être faire un point ou un bilan de l'année passée, l'année 2024, qui a été donc assez chargée en événements de différentes natures. On a eu pas mal d'élections, on a eu des conflits mondiaux. Les obligations, finalement, se sont plutôt pas mal comportées, on va dire, avec des distinctions entre le haut rendement, bien sûr, les corporates, les souveraines. On a vu qu'effectivement, il y avait aussi une différence entre les shorts et les longues. Est-ce qu'on peut revenir sur les fondamentaux qui ont généré cette valorisation sur 2024? Et est-ce que selon vous, on est à la fin d'un cycle ou comment vous envisagez vous l'avenir? Je laisse la parole à Adrien pour répondre à cette question. Oui, très bien. Je pense que en début 2024, tout le monde valorisait à peu près une récession. Donc, il y avait encore un peu de stress sur le crédit, sur les spreads de crédit. Et il y avait un peu moins de tension sur les taux qui avaient fortement augmenté. Et il s'avère que l'année, donc logiquement, il aurait fallu se positionner différemment, mais l'année 2024 a été assez différente et au final, on a eu une croissance économique plutôt stable, plutôt plus forte que prévu, avec des perspectives d'inflation qui revenaient et on a vu des taux d'intérêt qui augmentaient assez fortement, c'est plus de 100 points de base sur quasiment les différentes zones, notamment US, Angleterre. C'est un peu moins fort en Europe, on a une croissance moins forte, moins d'inflation. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça a été des hausses de taux, donc des perspectives de croissance et d'inflation vues par les marchés, alors que les banques centrales, dans le même temps, avaient annoncé des baisses de taux assez nombreuses, assez fortes. Puis elles ne les ont pas toutes réalisées. Je crois qu'aux États-Unis, c'était prévu à peu près 6 baisses de taux, il n'y en a eu que 4 de réalisées, un peu moins grossièrement quantitatives. C'était pareil en Angleterre, il y en avait 7 d'annoncées, il y en a eu, je crois que 2 de réalisées. Et la BCE suit, on va en reparler, mais au final, la BCE est pieds et mains liés, on pense, au taux, aux directives de la Fed. Et de l'autre côté, sur les spreads, on a eu des resserrements qui ont été assez forts. Et c'est vrai que c'est une bonne année pour l'univers obligataire, mais en particulier sur le crédit, parce que vous avez bénéficié en 2024 du resserrement des spreads de crédit en ayant moins de duration, ce qui a coûté au marché obligataire. Donc, et nous, voilà, on estime qu'il y a un changement quand même de donne. Le marché est très orienté, valorise une croissance à tout prix, de l'inflation. Nous, on voit des perspectives d'inflation un petit peu moins fortes et il faudrait tout de même être vigilant à ce que le moindre petit ralentissement ou chiffre d'emploi moins bon ou mauvaise nouvelle sur les marchés puisse gripper cette belle mécanique. Très bien, merci Adrien pour vos lumières. Alors, est-ce que Étienne, vous souhaitez rajouter ou compléter Oui, je peux peut-être compléter un petit peu le message d'Adrien. Nous, il y a 2 idées que j'aimerais vous laisser pour l'année 2024 qui vient de s'écouler. C'est que c'était une très forte année de compression sur les primes de risque sur le marché du crédit. Donc, une très bonne année, comme vous l'avez dit, tous sur le marché du crédit, avec le plus gros
bêta qui a bien mieux marché que le reste, hein. Donc c'était les subordonnées financières qui ont bien marché, c'est le haut rendement qui a bien marché, c'est les maturités assez longues qui ont bien marché. Et le premier message, c'est qu'on est à peu près arrivé désormais à un socle de primes de risque que l'on considère comme difficile ça va être difficile de faire mieux. Donc le premier gros message, c'est que c'était une super année l'année dernière, c'était une très belle année l'année 2023 également. Donc on est probablement arrivé à des niveaux de prime de risque qui va être difficile de voir baisser encore. Et le premier message que nous on passe pour un peu de perspective, c'est que dans ce type d'environnement sur le crédit, ça veut dire qu'il faut bouger de long à tactique. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est qu'on a appris quand même quelque chose d'assez fascinant l'année dernière, c'est que la Réserve fédérale baisse ses taux de 100 points de base et que les taux longs augmentent de 100 points de base. Ça, c'est un message extrêmement important. C'est-à-dire que le marché n'achète pas ce que dit la Réserve fédérale. Le marché dit non, non, messieurs de la Réserve fédérale, vous trompez. C'est pas la première fois que ça arrive, mais c'est très très rare. On a un exemple, c'est en 81 et l'environnement était un petit peu différent. Donc, nous, le premier message qu'on passe sur le marché des taux, quand vous avez des signaux aussi importants que ça, c'est que ça inspire de la prudence. Également, ça veut dire qu'il faut bouger de manière assez tactique. Il ne faut pas s'asseoir sur une position, on pense, nous, long only. Il faut savoir aller capter des accélérations et savoir freiner. Ce que je veux dire plus clairement sur ce sujet, c'est que dans les perspectives qu'on peut entrevoir, c'est qu'une des raisons pour laquelle le marché a dit « vous êtes trompés, messieurs de la Fed, pour le moment », c'est que l'économie américaine est en très, très grande forme. Et que donc, potentiellement, finalement, l'inflation va se résorber de manière moins rapide qu'attendue et certains même pensent que l'inflation ne va pas se résorber. Donc ça, on pourra en discuter sur les perspectives 2025 avec Adrien et Clément, mais ça sera un point important. Le deuxième point, c'est qu'on s'est aperçu en 2024 qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de décorrélation entre l'Europe et les États-Unis. Quand les États-Unis bougent, l'Europe suit. Alors, elle a bougé avec une moindre amplitude. C'est-à-dire que les taux aux États-Unis sont remontés de 100 points de base. En Europe, on est remonté de à peu près 70 points de base. Donc, on parle souvent de décrochage, de décorrélation marquée. C'est pas ce qui se passe réellement dans les marchés. Donc, voilà les trois messages qu'on passe. C'est bouger tactique sur le crédit, puisqu'il y a moins de primes de risque. Sur les taux, il y a un message important qu'il ne faut pas ignorer. Et puis, il n'y a pas de décrochage entre l'Europe et les États-Unis. Pas de décrochage. Et donc, ça, a priori, c'est ce qui est anticipé selon vous, pour cette nouvelle année. Très bien. Alors, ça permet de faire le lien sur la question suivante. Vous parliez de la Fed, on va aussi parler de la BCE. La BCE, a priori, on va être sur des baisses de taux à venir. Donc, quelle est, selon vous, l'évolution justement de la politique de la BCE par rapport à la Fed pour les années à venir? Clément, je commence ou c'est pour Adrien? Oui, Étienne, allez-y. Je vous laisse. En fait, le sujet qui va être très compliqué pour la Banque centrale européenne, c'est que l'inflation stagne également. Elle n'est pas en train de baisser. Malgré tout ce qu'on dit, la zone euro n'est pas dans une situation catastrophique. Elle est dans une situation médiocre de résilience. Mais on n'est pas en train de rentrer en récession. Il y a un pays qui est un peu malade, c'est l'Allemagne. Un pays qui est pas en grande forme, c'est la France. Mais le reste de l'Europe marche plutôt pas trop mal. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est que si la Réserve fédérale s'arrête de baisser les taux, il va être très compliqué pour la Banque centrale européenne de continuer à baisser ses taux parce ça va avoir un impact sur l'euro qui va continuer de baisser et donc elle va importer de l'inflation. Donc il y a une limite à ce que la Banque centrale européenne peut faire par rapport à la Réserve fédérale. Et donc là, tout le sujet, c'est que va faire la Réserve fédérale en 2025. Nous, ce qu'on pense, c'est... Ouais. Oui, donc ça veut dire que la BCE, selon vous, ne modifiera pas ses taux tant que la Fed ne le fera pas, c'est ça? Là, ce qui est dans les prix, c'est que donc jeudi, il va y avoir une baisse de 25 points de base. Ça, c'est dans les prix. La question, c'est est-ce qu'elle va pouvoir se permettre de baisser plus de taux si la Réserve fédérale envoie un signal très fort de « j'arrête de baisser les taux ». Et moi, je pense que la Banque centrale européenne va être empêchée, comme on dit. Elle va être empêchée parce qu'il y a un lien très fort entre l'Europe et les États-Unis. Et ce lien, c'est la devise. D'accord.
Et donc, vous dites qu'effectivement, aux États-Unis, la croissance est là. Vous êtes plutôt optimiste sur la zone euro en disant que bon, c'est pas très grave, effectivement, l'Allemagne se porte pas finalement très bien, mais le reste de l'Europe devrait être là pour motiver cette croissance. Adrien, vous partagez ce point-là ou qu'est-ce que vous dites? Oui, complètement. Pour nous, elles sont liées. Pourquoi? Tout simplement, on a déjà un écart qui est extrêmement fort en fait entre les taux US et plus ou moins la Fed. On a un différentiel avec la BCE de plus de 2%. Donc à un moment, c'est assez fort. Et par rapport aux taux US à 10 ans et les taux allemands à 10 ans, on a 2,4, 2,5, ce qui est assez colossal, hein, c'est plus du double. Donc à un moment, il y a des parités euro-dollar, il y a des choix que les investisseurs peuvent faire en termes de portage. On ne peut pas se permettre d'avoir une devise en Europe qui descend plus, on est à la parité, hein. Ça amplifierait le phénomène qu'on est en balance, on n'est pas en balance excédentaire, en balance commerciale excédentaire, ça augmenterait nos déficits. Mais du côté US, ce qu'on voit tout de même, c'est effectivement la Fed effectivement n'a pas rempli ce qui était, n'a pas baissé de 6 fois les taux comme ce qui était anticipé par les marchés, valorisé par les marchés l'année dernière. Elle les a baissés que 4 fois et les marchés sont partis à la hausse. Pourquoi le marché s'est focalisé sur les perspectives de croissance phénoménales, de multiplication des PE, des valorisations qu'offrait l'IA et en termes de gains de productivité et compétitivité. Mais on estime qu'il ne faut pas oublier de regarder l'endettement de la Fed, enfin le bilan de la Fed et l'endettement américain. D'autant plus avec un Trump qui arrive et qui veut diffuser massivement des plans de relance, des plans d'investissement, réduire la fiscalité et autres. Donc c'est très bien, c'est ce qui booste ce qui a été anticipé par les marchés, hein, un boost de la production, de l'activité des entreprises. Mais de l'autre côté, on a tout de même un emploi qui commence à montrer, même s'il y a très peu de chômage aux États-Unis toujours, on a moins c'est-à-dire de renonciation de personnes qui quittent leur job parce qu'ils ont une meilleure offre à côté et donc où ils demandent une augmentation de salaire. Et ce qui fait, quand vous aviez des augmentations de salaire, c'est ce qui crée l'inflation. Donc on a un peu moins de turnover au niveau des postes, moins de hausse salariale due à cela. Ça va stabiliser les dépenses d'un certain côté. Et ce qu'il faut regarder aussi dans l'inflation, c'est les différentes composantes. Alors certes, l'inflation restait un petit peu élevée, a surpris, parfois en remontant un petit peu, mais dans l'inflation, vous avez les biens de consommation en fait qui ont augmenté un petit peu dernièrement, mais en réel, ils sont en baisse. On a clairement une déflation sur les biens de consommation de base. Il y a eu de l'achat, c'était dû à la puissance du dollar qui était très fort, donc en importation, et aussi la Chine qui est un exportateur qui était un petit peu en difficulté, donc en quelque sorte qui a pu baisser ses prix. Il y a deux autres composantes importantes à regarder dans l'inflation et qui ont une part importante, c'est la composante des services. Là, on est en réduction, en baisse, et la composante des services était très importante parce que c'est là où ça diffuse le plus vite au niveau des salaires en création d'emplois. Et on a aussi une autre composante qui est l'immobilier. Aux États-Unis, l'inflation tient compte des loyers immobiliers et ils sont très, ce qu'on appelle sticky, très durables. Ils mettent du temps à se normaliser et on est actuellement en train de se normaliser. En fait, c'est très simple. Les taux d'intérêt étaient très élevés, vous ne pouviez pas acheter, donc vous louez. Et la location, bah voilà, il y avait beaucoup de demandes pour la location, les prêts avaient augmenté. Ça, c'est en train de se normaliser. Donc, on estime que progressivement, on a moins d'inflation. La Fed pourra reprendre son programme, d'autant plus que on a un Trump qui veut dépenser, qui veut faire de l'expansion budgétaire. Les États-Unis sont déjà pas mal endettés. Aujourd'hui, ils doivent se refinancer à des taux donc de 4,60. Et 4,60, c'est assez élevé. Tout de même, ça augmente le déficit. Et ce qu'il faut voir, c'est que je crois qu'ils doivent recycler 7 ou 8 000 milliards cette année. Donc, c'est une part importante de leur dette à des niveaux élevés. Donc, est-ce qu'ils peuvent encore creuser leur déficit? Voilà. Nous, on pense qu'on a touché un plafond. Très bien. Merci pour ces précisions. Ça me permet de faire le lien avec la question suivante. Vous parliez de dette et de déficit. En France, on voit qu'en dépit de la situation budgétaire française, le Trésor continue de placer très habilement la dette française. Selon vous, la France constitue-t-elle un cas spécifique pour vous dans l'ensemble des dettes des États
et ne risquons-nous pas de voir en 2025 réapparaître un risque plus fort sur le taux de défaut des corporates? Étienne, je vous laisse prendre la main sur cette question. Sur la France et l'Europe, je vais commencer par le taux de défaut des corporates. Il y a un an, à peu près à la même époque, on était dans une croissance un peu plus mesurée. C'était vraiment compliqué. À chaque fois qu'on avait des résultats dans le monde du high yield, on était un peu fébrile parce qu'on s'apercevait que pour la frange des sociétés les plus sensibles à l'économie, c'est vrai que le monde du high yield, c'est un peu des ETI, hein, c'est des sociétés qui sont assez liées aux perspectives économiques, mais c'était un peu compliqué. Il y avait des résultats, alors pas en grande majorité, mais il y avait des résultats de nombreuses sociétés qui étaient vraiment pas terribles, avec des endettements qui de fait augmentaient. Depuis un bon gros trimestre, on voit une forte stabilisation. Nous, on appellerait ça, enfin si on devait le qualifier, on trouve que l'environnement corporate, c'est une stabilisation c'est une résilience dans la médiocrité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de brillant, mais il n'y a rien de catastrophique. Et ensuite, on va faire le lien avec la France et peut-être l'Europe. On peut voir tout de suite la différence qu'il y a entre un pays sous le parapluie européen et un pays hors parapluie européen. On voit très vite que en Angleterre, quand le déficit fiscal ou budgétaire dérape, ça a un impact assez violent sur les taux. En Europe et en France en particulier, c'est vraiment une petite volatilité qu'on a. Et ce qui veut dire qu'on est protégé par la Banque centrale européenne, on est protégé par ce que j'appelle ce bouclier ou ce parapluie européen. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, premièrement, pour répondre à votre question, Clément, on est moins inquiet aujourd'hui sur les taux de défaut qu'on aurait pu l'être il y a un an. Donc, on trouve que ce n'est pas le risque principal. On observe qu'à chaque fois qu'il y a un taux de défaut au passage, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps en Europe qui s'appelle Intrum, on s'aperçoit que la sévérité du défaut est assez faible. Dit autrement, la perte au niveau obligataire est relativement faible. Et ça aussi, c'est une donnée plutôt rassurante. Ensuite, si l'on passe sur les primes de risque sur les pays et sur la France et sur l'Europe, donc je viens d'expliquer la différence entre l'Angleterre et la France et le bénéfice d'avoir un parapluie ou une protection européenne. Et pour finir, moi je rappellerai quelque chose d'assez de bon sens issu d'une famille paysanne, c'est que on sait que ne pas avoir de gouvernement ou ne pas avoir de budget ou rester sur un vieux budget, donc ce qui est le cas pour nous, ça donne un peu de visibilité aux entreprises et contrairement à une idée reçue, ça donne des perspectives qui sont parfois surprenantes favorablement. Je vais vous donner 3 exemples. On a eu un exemple assez long de non-gouvernement dans les années 2012, 2013, 2014 en Belgique et aux Pays-Bas. Ouais. Ça a été des années de très bonne croissance. On n'a pas de budget en Espagne depuis 2023. Pas de budget, ils sont toujours sur un vieux budget. Ils ont un an de retard par rapport à nous. Donc nous, on est sur le budget de 2024. Eux, ils sont sur le budget de 2023. Et si vous regardez bien, les perspectives de croissance de l'économie espagnole sont au plus haut. Et il y a une raison toute simple à cela, c'est que quand vous écoutez les débats, et je ne fais pas de politique, je suis totalement apolitique dans ces discussions, mais quand vous écoutez les débats au niveau de l'Assemblée nationale sur les perspectives de hausse d'impôts, les impôts de production, etc., c'est catastrophique. Vous êtes une société, vous vous dites, mon Dieu. Et en fait, si vous vous dites que ça va être impossible de voter quelconque forme de budget, ben en fait, vous donnez de la visibilité aux entreprises. Elles se disent, au moins, on n'aura pas ça, on peut continuer à avancer, faire des plans. Et finalement, moi, une idée un peu contrariante que j'essaie de véhiculer, c'est que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, d'avoir un gouvernement qui va peut-être encore sauter et d'être sur un budget qui n'est pas si mauvais en termes de déficit budgétaire que celui auquel le gouvernement actuel travaille. Je rappelle, hein, le budget actuel, c'est 5,2. On est entre 5 et 5,4 de déficit budgétaire. Celui de Barnier, il était à 5, mais avec un effet récessif, donc il aurait été probablement décevant. On aurait été probablement entre 5,5 et 6, et là, on est plutôt à 6. Donc, le budget qu'on nous prépare n'est pas bon pour la France. Et donc, moi, ce que j'espère, et pardon si je suis un peu peut-être provoquant, mais c'est que ce gouvernement tombe et qu'on reste sur un bon vieux budget 2024 qui n'était pas si mauvais. Très bien. Merci, Étienne. Adrien, je vous voyais acquiescer sur la réponse d'Étienne. Vous, alors, c'est plutôt, vous seriez plutôt corporate ou dette d'État? En fait,
il reste clairement du potentiel dans les corporates parce qu'il y a beaucoup de volatilité sur le marché. Tout le monde regarde le VIX, qui est l'indice de volatilité du S&P 500, peu s'intéressent encore ou apprennent à l'appréhender. Le MOVE, qui est l'indice de volatilité de l'univers obligataire, qui reste très élevé. On a au final beaucoup de volatilité sur l'univers obligataire, que ce soit des taux ou du crédit. L'année dernière, on a des spreads de crédit parce qu'il y a le taux de défaut, mais il y a surtout, nous, ce qui nous intéresse en tant qu'investisseurs et pour vos investisseurs, vos clients, c'est combien vous êtes rémunéré pour prendre ce risque, pour accepter ce risque. Parce que vous êtes déjà très bien payé, au final, on le voit sur les taux d'État. Un spread de crédit d'une entreprise triple B et tout ce qui est au-dessus, investment grade, vous étiez à 115 points de base, donc 1,15% de plus que le taux sans risque en début d'année 2024. Vous êtes passé à 88, c'est un resserrement de 25 points de base, donc c'est quand même pas mal, parce qu'on partait déjà de très bas. Quand vous êtes à 88 points de base, 90, en fait, nous, on estime que sur l'univers investment grade, alors pour des gérants actifs comme Sanso Longchamp ou MNJ Investment, avec des équipes, une spécialité, vous allez continuer à générer de l'alpha, des arbitrages relatifs. Mais en global, en indiciel, vous n'êtes pas rémunéré pour le risque de défaut, tout simplement parce que l'investment grade, c'est à peu près, en moyenne historique, quand tout va bien, c'est à peu près 2% de taux de défaut sur 5 ans. Donc pour ça, vous devez être rémunéré 40 points de base par an. Plus c'est un peu moins liquide que le cash. Donc en général, ce qui est demandé par le marché, c'est une prime de liquidité de 50 bips. Donc à ça, vous arrivez à 90 bips. C'est la fair value, c'est le niveau d'équilibre. Nous y sommes. Donc on est un peu moins porteur de l'univers crédit. Si on regarde encore plus le high yield, vous étiez à 380, 400 points de base. En global, vous êtes descendu à peu près à 310. Donc, il y a eu un resserrement, ce qui explique la perf du crédit l'année dernière. C'est pareil, c'est assez bas par rapport au taux de défaut et d'autant plus en moyenne historique, l'écart entre le high yield et l'investment grade qui est donc déjà très bas. Et sur un des plus bas historiques, vous êtes payé 2,2% à peu près pour prendre du high yield plutôt que de l'investment grade. Pour nous, ce n'est pas totalement suffisant pour investir long terme, en fermant les yeux, en étant fixé à échéance. On estime qu'il va falloir être actif, il va y avoir de la volatilité, c'est visiblement ce qui était partagé. Nous, on partage ça, il va falloir être extrêmement actif. De l'autre côté, sur les taux, donc voilà, je vous ai répondu à un crédit, oui, mais avec parcimonie et de façon très discriminante, et il faudra être extrêmement réactif et sélectif. C'est très clair. Je vous coupe là, Adrien, pour passer à la prochaine question, parce que j'ai l'impression que vous juste sur les taux, on est très long sur les taux, on est très favorable des taux parce qu'on estime qu'on est très bien rémunéré pour le risque et qu'il y a peu de potentiel de hausse comparé à pas mal de potentiel déjà en tant que rendement et de potentiel de resserrement des taux qui, quand vous êtes long en duration, peut être un contributeur positif important en plus de la diversification des corrélations. Oui. Et là, Clément, pour le bénéfice de vos clients, c'est là où on se distingue d'MNJ, c'est qu'on pense qu'il y aura encore un peu de volatilité sur les taux avant de pouvoir y aller, parce qu'on pense que la croissance aux États-Unis va surprendre à la hausse. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est aussi des questions de positionnement de est-ce qu'on est plutôt court-termiste ou on regarde plutôt à 6 mois. C'était ma question, en fait. C'était connaître vos prévisions sur taux long et taux court. Bon, vous l'aviez dit déjà, Étienne, long mais tactique. Enfin, on passe de long à tactique, mais là, effectivement, c'était quel est votre positionnement sur soit taux long, soit taux court pour 2025? Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Adrien sur le parti crédit. Donc, on se rejoint. Adrien le quantifiait très bien. Nous, on pense que la prime de risque est serrée, mais on ne voit pas de risque de défaut. Simplement, faut passer de long à tactique. Donc, ça c'est fait. Sur la duration, c'est vraiment le sujet le plus important. Nous, on pense qu'il ne faut jamais oublier qu'une banque centrale, c'est constitué d'humains qui peuvent se tromper. Et c'est ce que dit le marché depuis 2-3 mois désormais. Les taux baissent en Europe et aux États-Unis de 100 points de base, alors que les taux longs augmentent de 100 points de base. Donc, il faut comprendre pourquoi les taux longs augmentent de 100 points de base. Je ne vais pas rentrer dans un jargon ultra compliqué, mais pour faire très simple, ce dont on s'aperçoit, c'est que le consommateur américain, avec le pivot de la Fed du mois de novembre,
avec un déficit budgétaire aux États-Unis qui est plutôt favorable à la consommation, avec des Américains qui gagnent bien leur vie, une économie qui est plutôt vibrante, ben on s'aperçoit qu'ils consomment. Et qu'il y a ce qu'on appelle sur place un animal spirit. Nous, on a fait évoluer nos process macro, c'est-à-dire la façon dont on regarde l'économie américaine. On la regarde avec des données mensuelles, comme tout le monde. On la regarde avec des données hebdomadaires, comme un peu moins de monde. Et nous, on a mis un process en place qui nous permet de mesurer le pouls de l'économie américaine désormais de manière quotidienne. C'est-à-dire tous les jours, on a des données, donc c'est des quantités de données qu'on amasse sur le nombre d'Américains qui vont au restaurant, le nombre d'Américains qui prennent l'avion, le nombre d'Américains qui vont au cinéma, qui vont au théâtre, etc. Et ce qu'on peut mesurer depuis quelques mois, quelques trimestres, c'est que oui, le marché de l'emploi se normalise, mais que non, le consommateur, lui, ne se normalise pas. Il a une incroyable pêche et une envie de consommer. Et ça, toutes ces données, elles s'encapsulent dans ce qu'on appelle les indices de haute fréquence. Il y en a un qui est calculé par la Réserve fédérale d'Atlanta qui s'appelle le GDP Now, le GDP aujourd'hui, qui dit que la croissance américaine, si on se projette à un trimestre ou deux, on est plutôt autour de 3%. Et donc nous, simplement le message qu'on passe, c'est que 3%, c'est trop haut pour baisser ses taux. On pense que la Réserve fédérale va devoir acquiescer le fait qu'elle va devoir reporter ces baisses de taux et qu'elle va devoir se poser une question, c'est qu'elle pensait que le taux neutre, c'est-à-dire le taux à partir duquel, si vous êtes en dessous, ça réduit le potentiel d'économie. Si vous accélérez, pardon, je rephrase. La Réserve fédérale estimait que le taux neutre, c'est 3%. Quand vous êtes au-dessus de 3%, ça veut dire que l'économie va ralentir. Quand vous êtes en dessous de 3%, ça veut dire que l'économie va accélérer. Et là, on est en train de s'apercevoir qu'il y a tellement de liquidité dans le système. Vous regardez le même coin de Trump, de sa femme, qui est monté à 15 milliards en quelques secondes un vendredi à 3 h du matin. Vous regardez plein de facteurs et vous vous dites qu'il y a beaucoup trop de liquidité dans le système, ce qui fait que la Réserve fédérale ne sait pas où il est ce taux neutre et qu'il est peut-être beaucoup plus haut. Et que non seulement le risque que nous, on entrevoit, c'est que les taux ne baissent pas, mais si ça se trouve, et que si l'économie continue à être robuste, comme elle l'est là en ce moment, c'est pas impossible qu'en fait la Réserve fédérale dise « mais on va peut-être être obligé de les remonter un peu ». Donc nous, on dit plutôt grosse vigilance sur les taux. On est plutôt très défensif dans cette première moitié de l'année et on verra comment les choses se déroulent dans la seconde moitié de l'année. Et là, c'est là où je rejoindrai probablement Adrien, c'est qu'on voit quand même quelques normalisations de certains pans de l'économie, mais pour l'instant, le pan le plus important, c'est le consommateur américain. Le consommateur américain, il est en très, très grande forme. Très bien. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'Adrien, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Étienne ou on passe à la suite? Non, effectivement, je pense qu'il y a un point à prendre en compte, c'est les politiques monétaires. On attend toujours l'intervention des Fed et autres, et il y a la réalité de l'endettement des pays, la consommation des ménages. Et effectivement, le fait que pendant des années, que ce soit le ménage, l'entreprise ou l'État ait pu se refinancer pendant très longtemps, sur des périodes très longues, à très longue maturité, à des taux extrêmement bas, le fait que les déficits des États aient augmenté, que les masses monétaires, les bilans des banques centrales aient fortement augmenté, quelles que soient les zones, ça fait que les politiques monétaires ne sont pas inefficientes, mais ont beaucoup plus de mal à agir, à intervenir, à faire réagir les marchés dans le sens qu'elles le souhaitent. Donc ça crée de la vol. Et effectivement, nous, logiquement, donc on voit qu'on a touché un point plutôt haut en termes un marché qui se focalise uniquement sur de la croissance, sur de l'inflation, qui a valorisé trop de bonnes nouvelles. Donc, on se méfie un petit peu du petit ralentissement qui pourrait intervenir et surprendre tout le monde. Donc, logiquement, dans ce cas-là, on serait plutôt long duration, sur des maturités très longues. En fait, effectivement, il y a tellement de volatilité qu'on s'est remis sur la partie plutôt du 7, 12 ans, 15 ans, grand max, parce qu'on subit un petit peu moins la vol et on attend effectivement plus de catalystes, plus de sérénité, un peu une baisse de la volatilité pour vraiment se remettre sur la partie longue. Après, les courbes sont repentifiées aux US sur ces zones-là, sur ces maturités-là. Donc, ça pourrait on pourrait aller chercher un petit peu plus, mais il n'y a pas grand-chose à gagner. De plus en rendement, prenant beaucoup de duration, mais il y a beaucoup de vol. Donc, en étant tactique, s'il y a un mouvement de hausse, on se repositionnera long pour capter la baisse. Mais en attendant, effectivement, on se méfie aussi de la volatilité. Et Clément, peut-être pour compléter le point d'Adrien, nous, on est dans le sens inverse. C'est intéressant parce que du coup, ça permet à vos auditeurs de se faire une opinion. Nous, on pense qu'il faut plutôt être short sur les taux, là, maintenant, parce que l'économie est forte et que probablement, on rejoindrait
pas mal MNJ, mais plutôt en milieu d'année, si on commence à sentir que la macro aux États-Unis commence à décélérer. Mais dans notre portefeuille sans short duration, là, on est plutôt très, très défensif sur les taux. D'accord, Ouais, très bien. ça peut faire un bon équilibre dans les allocations, et d'autant plus que, Exactement. effectivement, si on est tous les deux tactiques, nos deux maisons sont tactiques dans leur gestion, là, il suffit de voir les nouvelles. Il y a eu, vous allez entendre parler de DeepSeek, ce serait un potentiel concurrent extrêmement disruptif pour Nvidia. Il y a eu une annonce, tout simplement, comme quoi ils avaient lancé un moteur pour concurrent d'OpenAI, Nvidia, et en l'espace de peu de temps, les marchés actions, Nvidia a corrigé de 12%, donc c'est quand même assez étonnant. Ça a un impact assez fort sur le Nasdaq, sur le S&P. Et dans le même temps, les taux, effectivement, il y a peut-être eu un côté valeur refuge que les investisseurs ont été chercher. Les taux se sont comprimés 10-15 points de base en l'espace de une journée et demie de marché. Et ça, c'est, si vous voulez, les taux US à 10 ans, c'est quand même les perspectives de croissance des États-Unis. Donc, que ça bouge de 15 points de base en l'espace de une ou deux journées de bourse, c'est quand même assez étonnant. Alors, ça me permet justement de passer à la question suivante. Clément, est-ce que je peux compléter une dernière fois ou c'est trop… Allez-y très rapidement. Il y a un point d'Adrien qui est important. Il a parlé de l'impact de DeepSeek et d'NVIDIA sur le marché des taux. Il n'y a pas que les banques centrales et la macro qui comptent. Il y a aussi ce type d'événement, c'est important. 15 points de base, ça fait 1,2% de variation. Et c'est le message aussi qu'on voulait nous passer sans saut Longchamp sur le marché des taux, c'est que c'est une très mauvaise classe d'actifs en termes de couple rendement-risque, les taux. Vous avez des mouvements de 10-15 points de base qui font que parfois la volatilité en termes de baisse de votre valorisation peut être supérieur au marché action. C'est pour ça que nous, on a aussi parfois un biais un peu défensif, c'est que le crédit a une volatilité bien plus faible que, en ce moment en tout cas, que le marché des taux. Et ça, il faut le prendre en compte dans votre allocation parce que, enfin, en tout cas, nous, on est extrêmement sensible à la volatilité. C'est-à-dire que c'est toujours très compliqué pour un de nos clients de prendre énormément de volatilité sur un fonds obligataire. Ils ne comprennent pas très bien pourquoi j'ai autant de volatilité. Et le marché des taux est extrêmement volatile, ce qui explique en partie pourquoi on est un peu défensif. Alors, ça me permet de passer à la question suivante. Merci Étienne pour ces précisions. Donc, dans le panorama que l'on vient que vous venez de citer, quels sont les produits de vos gammes respectives que vous recommandez? Adrien, vous voulez commenter? Oui, avec plaisir. Il y a un fonds qui est bien connu, qui est chez MNJ, qui totalise un peu plus de 10 milliards d'euros d'encours sous gestion, qui est un fonds flexible, donc qui est censé s'adapter, qui le fait en moyenne historique très bien, puisqu'il surperforme son marché. Après, parfois, il prend des décisions. Être contrariant, c'est parfois prendre des décisions un peu trop tôt, enfin, on l'espère en tout cas. L'année dernière, on avait réaugmenté assez fortement la duration pour couper le crédit, donc ça n'a pas été profitable au niveau de la performance, puisqu'on finit à l'équilibre. Ça avait été mieux sur les années passées, et là, on estime aujourd'hui, en fait, son curseur, avant, on était plutôt très long crédit, on avait une sensibilité crédit, peu de sensibilité taux, et là, donc, vous l'avez compris, on est passé à 7 ans de duration, notamment sur la partie US, qui a une forte contribution, et sur le crédit, alors en pondération, on en a tout de même 43%, 33% d'investment grade et 7-8% de high yield, mais sur des qualités de crédit, des secteurs et des maturités plutôt courtes, donc une approche très défensive du crédit, en attente effectivement que les spreads augmentent, parce qu'on estime qu'ils se sont trop normalisés, trop resserrés, et sur les taux, voilà, on va tâcher des tactiques entre les zones géographiques, les différentes maturités. On avait recoupé des positions émergentes un peu avant les élections de Trump. C'est des lignes qu'on peut rouvrir quand, pareil, il y aura des catalyseurs plus intéressants. Donc clairement, nous, aujourd'hui, on est positionné long taux, court crédit. On espère capter déjà un très fort portage sur l'univers taux et un resserrement des taux. Et sur les spreads, on attend un écartement pour se repositionner tactiquement. Et si un investisseur, on en a qui veulent tout simplement être très court sur la duration, on a une alternative, c'est souvent ce qui nous est demandé. Non, moi je ne veux pas être long taux. On en reparlera dans 3 mois, 6 mois, 1 an. Nous, on est là pour ça. On a dans notre univers de gestion aussi un fonds MNJ Global Floating Rate High Yield. Donc, c'est tout l'inverse. Là, on prend du risque crédit. Donc, on est poussif par rapport à l'économie, assez opportuniste. Au travers, c'est 90% de seniors, donc c'est quand même défensif. Et on a 0 de duration puisque c'est des taux variables. Donc, si les taux augmentent, ça sera pas. Il est positionné complètement à l'inverse d'Optimal Income. Voilà. OK.
Donc le premier, c'était bien Optimal Income, un fonds bien connu de la maison. Étienne, je vous passe la main pour connaître justement ce que vous préconisez dans votre gamme. Nous, ce qu'on préconise, et c'est vraiment le conseil que je peux passer de mes 30 ans de carrière sur le marché des taux et du crédit, c'est que quand les primes de risque, quand les spreads sont élevés, c'est plutôt bien de faire des fonds d'AT, des fonds long only, ça a pas mal de valeur. Quand les primes de risque commencent à se compresser, ça commence à être intéressant de basculer de fonds long only typiques à des fonds flexibles où vous allez déléguer en fait à des spécialistes comme Sanso Longchamp et MNJ, vous allez déléguer l'allocation dans le monde de l'obligataire. Et moi, ce que je cherche, c'est ce que je pense profondément, c'est que dans un monde ultra concurrentiel et de plus en plus ETFisé, on a de moins en moins besoin de nous pour du long only. Mais si on est capable de montrer que dans le monde obligataire, on peut faire des performances assez soutenues avec une volatilité très faible, alors je pense qu'on a une utilité. Et le fonds que je souhaite mettre en avant, qui est vraiment la gestion de toute ma carrière, c'est Sanso Short Duration. Le Sanso Short Duration, c'est un fonds extrêmement simple. Donc, il va faire de l'allocation obligataire. Donc, quand vous investissez dans mon fonds, vous allez me déléguer à mon équipe et à moi la gestion de l'allocation dans le monde obligataire en Europe. Et c'est un fonds qui est assez simple. J'ai une cible de performance, comme on l'a fait l'année dernière, de Ester plus 100 points de base. Donc ça fait un peu plus de 5% sur la Paris l'année dernière. Et de faire ça avec le moins de volatilité possible, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des chocs de marché, on essaye d'atténuer, on essaye de faire que vos drawdowns soient le plus faible possible pour que ce fonds, vous puissiez le mettre en face du fonds en euros, de la disparition des rendements sur les DAT, sur les livrets A, que vous n'ayez pas de problème à mettre ce fonds en face du monétaire. C'est-à-dire que typiquement, Sanso Longchamp, Sanso Short Duration, l'année dernière, ça fait un peu plus de 5 de perf avec une vol qui est pas très éloignée de celle d'un monétaire. Un monétaire, c'est autour de 0,20, 0,30 points de base, la vol. Ça va bouger de 0,30 points de base. Nous, on était à 0,50, 0,60. Et on fait ça parce que on est des experts dans le monde du taux et du crédit et que quand on pense que les taux, c'est pas une bonne classe d'actifs en termes de couple rendement-risque, on n'en a pas, comme c'est le cas en ce moment. Et quand on pense que le crédit, c'est pas mal, mais il faut se méfier parce que la prime de risque est plus faible, on arrive à construire des solutions d'investissement comme en ce moment. Vous voyez, on fait quasiment du 4,5 à presque 5 avec une maturité moyenne très courte. J'ai un peu moins d'une année et demie de maturité moyenne. Et on utilise une technologie éprouvés chez Sanso Longchamp sur les produits dérivés qui nous permettent justement d'atténuer ces chocs. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute notre mécanique, mais Sanso Longchamp, à la base, c'est une boîte d'ingénieurs, de docteurs en finance. Et on a des pros qui nous aident à justement atténuer ces problématiques de vol. Donc, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Déléguez-nous votre poche obligataire. On va gérer pour vous l'incroyable complexité du monde des taux et du crédit. Et on va essayer de faire ça avec un fonds qui, à la fin, fait quelque chose d'assez simple. C'est que on va essayer de vous faire de l'Ester plus 100 net de frais avec une volatilité la plus comprimée. Le fait marquant probablement de notre gestion, c'est que dans un carnage obligataire comme 2022, on était vraiment très proche du zéro, ce qui était un exploit. Et c'est ça qu'on essaye de mettre nous en avant. Dans des années respectables, on est Ester plus 100. Et si vraiment ça devait être très agressif, comme ça a été le cas il y a quelques années, on sait aussi protéger le patrimoine de nos clients. Donc c'est ça le message que je passerai. Très bien. Et écoutez, il me reste à vous remercier, messieurs, c'était très intéressant de vous avoir l'un et l'autre. Merci pour vos expertises, vos convictions, vos visions. Donc, on en retient qu'effectivement, le contexte n'est pas simple et que dans ce contexte-là, la gestion active a tout son sens. Et donc, j'espère que les auditeurs apprécieront. On suivra de près le comportement du consommateur américain et puis l'évolution également aussi des spreads. Merci à vous et je repasse la parole à Pascal. Merci Clément. Donc ce que je vous propose très rapidement, c'est qu'on a parlé à la fois de la situation sur les taux avec des perspectives qui sont quand même assez différenciées entre Sanso Longchamp et MNJ, même si le constat est identique, en tout cas en termes de tactique, on voit quelques différences. Ce que je vous propose, c'est que lorsque vous rentrez sur Patriota, et je pense que vous voyez désormais l'accès au stand,
Bon, on verra effectivement au mois de mars si Clément retient quel type de fonds dans son allocation périodique, hein, puisque désormais sur Patrimeta, vous aurez la vision de quelques conseillers en gestion de patrimoine sur leur allocation pour le trimestre. Mais si vous recherchez les typologies de produits qu'on vous a proposés aujourd'hui, bah, il est assez simple d'aller voir sur le concierge. Et là, vous allez retrouver, en fonction des types de produits que vous souhaitez, directement les produits cherchés. Et quand vous voulez aller plus loin, bah, vous allez retrouver très rapidement sur MNJ à la fois ces produits, puisqu'on va retrouver Optimal Income très présent ici avec sa fiche produit et une présentation et un détail très large sur le produit, sachant que vous pourrez joindre Adrien si vous avez besoin d'informations supplétives, hein, puisque vous pouvez le joindre en chat d'une façon directe. Et puis surtout, sur MNJ, vous allez retrouver aussi à la fois tous leurs commentaires en termes de macro et toutes leurs perspectives trimestrielles, à la fois sur les obligations, sur les actions et leurs dernières actualités. À l'identique, sur Longchamp, sur Sansot Longchamp, pardon, vous allez à la fois identifier les produits qu'on avait évoqués aujourd'hui, notamment sur Sansot Short Duration, qui est présent ici, avec sa fiche rapide et son éligibilité aux différents contrats d'assurance. Et puis, vous allez retrouver très rapidement aussi les convictions d'Étienne, que vous allez retrouver dans un certain nombre de vidéos et de liens avec la lettre de stratégie d'investissement. Voilà quelques précisions rapides. On passe aux questions et s'il y en a, alors je vais vite sur le site des questions pour regarder ce que l'on a. On n'a pas grand-chose, donc ça veut dire que manifestement les commentaires étaient très clairs et très explicites de nos invités animés avec des questions de maître par Clément. Juste une petite question quand même, parce qu'on a beaucoup parlé des zones UE et US, et on a très peu parlé des autres zones géographiques périphériques. Et on pouvait se poser la question si dans les marchés actuels, il y avait effectivement des capacités ou des opportunités sur d'autres zones périphériques. Adrien, Étienne, à vous de jouer. Alors, nous, on a répondu un petit peu sur la partie anglaise. Effectivement, on estime qu'il y a eu de la défiance vis-à-vis de l'économie anglaise, une inflation qui a été assez résiliente également. Une banque d'Angleterre qui a peu baissé ses taux deux fois l'année dernière, alors que 7 était anticipé par les marchés. On estime qu'elle devrait être en mesure de baisser les taux, donc on a repris un petit peu de duration sur cette zone. On trouvait qu'en valeur relative, c'est une zone qui nous intéressait. Après, si on voit un petit peu plus large, je pense que la zone émergente sur le long terme offre du potentiel parce que vous avez des devises basses, vous avez des économies tout de même en croissance avec des taux réels assez positifs. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que vous avez un dollar qui est très fort, des taux effectivement qui peuvent continuer graduellement d'augmenter, rebaisser. Il y a de la volatilité et ça sur les émergents, c'est pas très apprécié. Donc nous, on a coupé nos expositions. On en avait sur le Brésil et les différents pays asiatiques en attente de plus de stabilité, de visibilité des marchés pour se repositionner, mais clairement, ça offre du rendement et ça commence à être un petit peu décorrélé des autres marchés, mais ça réagit au taux US et aux évolutions de dollars. Donc, pour l'instant, attentiste. Étienne ? Moi, les sujets qui m'intéressent, c'est qu'est-ce qui pourrait avoir une influence en dehors des États-Unis et de l'Europe sur nos marchés de taux États-Unis et Europe. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, on a parlé de DeepSeek et de ce qui s'est passé sur Nvidia et de la chute assez vertigineuse de l'action hier soir.
moi, il y a un point de vigilance que je souhaiterais mettre en avant, qu'on regarde de très très près. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans l'astrologie, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur, on essaye de définir des scénarios et une fois qu'on a défini des scénarios, on essaye de voir comment les choses évoluent. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un nouveau président aux États-Unis qui a réussi à faire plier des pays comme la Colombie, comme le Mexique, sur des sujets de tarifs. On s'aperçoit qu'il a un pouvoir assez fort, probablement également sur la zone euro, qui est un peu moins unifiée pour répondre. Par contre, là où il aura beaucoup moins de pouvoir, c'est sur la Chine. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la Chine est en train de se battre à cause de sa crise immobilière avec une désinflation qui est en train de se transformer, de morpher en déflation. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que la Chine peut se battre et c'est vraiment une arme de poids qu'elle a en face des tarifs américains. C'est vraiment la baisse du renminbi, c'est la baisse de la devise chinoise. Et là où on trouve les choses intéressantes, parce que tout est une question de billard, et c'est là où c'est intéressant de se réfléchir, de se poser des questions, c'est que si le renminbi commence à se déprécier assez fortement, ce qui est déjà le cas, il baisse, donc il commence à appuyer les Chinois, ils peuvent vendre des treasuries et contribuer à déprécier leur renminbi, leur devise. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui se passe au Japon. Pourquoi le Japon, la Chine et les États-Unis? C'est le Japon, c'est ce qu'on appelle le plus grand carry trade. C'est que historiquement, vu que c'était une devise très faible, on emprunte en yens et on va acheter du Nvidia ou du S&P 500. Le truc, c'est que le point intéressant, c'est que si notre intuition se réalise, et encore une fois, on n'est pas dans l'astrologie, donc c'est juste un scénario d'observation, si le renminbi continue de se déprécier et que le yen continue de s'apprécier, alors le carry trade, c'est fini. Et ça va aussi avoir un impact assez fort sur ce qui peut se passer sur les taux, les marchés actions, et pas que les marchés actions en Asie, mais fortement sur les marchés actions américains et européens, et également sur les taux. Donc c'est simplement pour vous dire que parfois une aile de papillon à droite peut faire bouger les marchés à gauche. Là, ce n'est pas des ailes de papillon, c'est des grosses choses qui sont en train de se mettre en place et qu'il faut avoir un œil vigilant. Il n'y a pas de quoi s'alarmer pour le moment, mais avoir un œil vigilant parce que tout ça, ça peut alimenter des scénarios qui sera intéressant ensuite d'aller capter en termes de performance dans nos portefeuilles. Eh bien, merci Étienne, merci Adrien. De grands remerciements à Clément pour avoir animé de main de maître ce débat. Je pense que là, nos auditeurs vont être bien positionnés pour cette année sur les taux, en sachant que ça peut bien sûr évoluer très rapidement, hein, puisque on l'a vu, il faut être tactique cette année. Donc, retenez donc ces deux belles maisons pour vous aider à gérer votre poche taux dans vos allocations. Et puis, il me reste à vous remercier et nous avons une prochaine conférence le 11 février prochain qui sera sur le capital humain. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette conférence. Merci Pascal, excellente journée à tous. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.